D'accord. Oui, effectivement, c'est une immense force, hein. Et celle de Stéphane, il était comment? Il était plus fragile, non? Stéphane est peut-être un peu plus fragile, mais il était quand même soutenu par Nicolas, qui gérait quand même pratiquement tout, et qui était toujours là pour Stéphane aussi. Stéphane, je ne veux pas dire qu'il obéissait, mais il se laissait diriger par Nicolas. Si Nicolas disait, voilà, Stéphane, c'est comme ci, comme ça, il s'entendait bien, mais c'était pas son truc à Stéphane, tout ce qui est business, etc. Lui, c'était jouer de la musique, faire de la musique avec son frère. Donc, Ouais. Nicolas prenait soin de lui, en fait. Voilà, c'est ça. Nicolas prenait soin de Stéphane. Et il a pris. Oui, il Et le il a pris. protégeait par rapport à tout cet entourage. Parce que Nicolas, c'est quand même le manager du groupe. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il sait l'image qu'il veut donner, il sait qui il est, il sait comment il veut faire. Stéphane, à un moment donné, il voulait s'intégrer. Enfin, il était intégré, mais il voulait faire un petit peu plus dans le groupe, etc. Mais après, il fallait que ça colle avec l'image de Nicolas aussi. Bah oui, parce que de toute façon, c'est un groupe que Nicolas a créé avec d'autres, mais petit à petit, c'était le groupe de Nicolas finalement après. Oui. Mais je pense que Stéphane a aussi trouvé sa place à un moment donné. Mais simplement, il était quand même très épaulé par Nicolas, qui, je ne veux pas dire dirigeait, mais qui le conseillait, voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Ça ne veut pas dire que Stéphane n'avait pas son mot à dire. Il pouvait donner ses idées. Mais après, Nicolas pouvait les accepter ou pas les accepter. Parce qu'il avait c'était quand même son groupe à lui. Mais ils se sont toujours très bien entendus. Moi, je les ai jamais vus se disputer. Ni en répétition, ni en privé, ni dans les coulisses. Est-ce que tu sentais l'amour entre les deux frères? Je sentais que Nicolas avait toujours un petit œil sur Stéphane. Que ce soit sur scène, que ce soit pendant les balances, que ce soit en coulisses, que ce soit dans les hôtels. Il avait toujours un petit œil sur Stéphane pour voir si tout se passait bien. Comme pour le protéger. Comme pour le protéger, en fait, de ce milieu où Stéphane n'était pas habitué depuis le début comme Nicolas. D'accord. Toujours un petit œil protecteur, en fait. Pas dirigeur, mais protecteur. D'accord. S'assurer que tout va bien pour Stéphane. Et comment est-ce que Stéphane a vécu ce désamour de la presse, enfin de la presse et puis du public aussi, d'une certaine façon? Tu sais comment il a vécu? Je pense qu'il a vécu peut-être plus facilement que Nicolas, je pense. Mais Nicolas ne le montre pas forcément non plus. Parce qu'il était pas moins impliqué, mais je veux dire, c'est vraiment le groupe de Nicolas. Mais je pense qu'il en a quand même souffert, forcément. Et je veux dire, Stéphane, il avait toujours une joie de vivre. Hein. Je veux dire, si une répétition se passait mal, une heure après, Stéphane, il peut quand même rigoler avec des gens, des techniciens ou n'importe. Nicolas sera plus réservé. Si ça s'est mal passé, il va être plus grincheux, pas grincheux, mais il va être plus renfermé pour trouver des solutions. De toute façon, tout Indochine pesait sur les épaules de Nicolas déjà à l'époque. Hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que Stéphane s'en foutait. Ça veut dire qu'il avait plus de recul par rapport à son frère. Oui, peut-être que cette répète est mal passée. Oui, peut-être que ce concert, il y avait moins de monde. Mais après, il arrivait à faire la part des choses et reprendre sa vie normale et puis rigoler avec des gens. Nicolas, il le prenait beaucoup plus au sérieux vu que c'était son groupe, il le portait sous ses épaules, comme tu dis, et qu'il fallait qu'il trouve des solutions. Les solutions, c'est plutôt Nicolas qui les trouvait. Donc il avait beaucoup plus de poids, Nicolas. Il avait plus de charge, plus de responsabilité, on va dire. D'accord. Plus de responsabilité par rapport au groupe. Est-ce que tu sens encore la présence de Stéphane dans Indochine, mais surtout auprès de son frère, quand il est sur scène? Dans Indochine, non, je ne sens plus la présence de Stéphane dans Indochine, non. Par rapport à son frère, je pense que Stéphane, ça restera toujours le frère de Nicolas. Tu sais bien qu'au début, il mettait des bougies, qu'il mettait des peluches, etc. Maintenant, je pense que quand il chante certaines chansons dédiées à son frère, forcément, je pense que comme il vit tout ce qu'il chante, forcément, il y a
il doit le ressentir, Stéphane. Quand il chante des chansons dédiées à Stéphane, Nicolas, il doit forcément le ressentir sur scène. Et parfois, ça se voit aussi. Quand il chante, il est lui-même, tu vois très bien parfois sur scène qu'il a des émotions. Bah oui, ça se voit. Et qu'il arrive encore à les livrer sur scène. C'est ça qui est magique. Il arrive à faire passer ses émotions. C'est vrai. Il n'est pas là pour chanter l'album, comme il est, avec le même timbre de voix qu'il y a sur l'album. Ouais. J'ai l'impression que parfois c'est comme une libération pour lui d'être sur scène, de pouvoir chanter des chansons qu'il a écrites, des textes qu'il a écrits. Après, encore une fois, c'est très très bien, quoi. Je préfère qu'il chante ça que l'inverse. Bah d'ailleurs, ce qu'il a chanté, moi je la trouve très belle, la chanson d'un été français. Je trouve que cette chanson est vraiment magnifique. La base, c'est quand même ça, hein. C'est qu'il y a des super chansons. Enfin, voilà, tu vois, j'essaye de le raconter dans le premier chapitre, c'est que qu'est-ce qui fait un bon groupe quand on te demande, bah, écrivez des belles chansons déjà. Enfin, c'est des chansons dont l'air te retient. Voilà, tu peux le chantonner et tout ça. C'est des bonnes chansons. C'est ça déjà la base. Hein. C'est pas que de l'attitude et que des fuck trolls. Hein. C'est quand même des chansons et un répertoire. Hein, parce qu'il y a 35 ans de carrière maintenant. Donc la base, c'est ça quand même. Voilà. Et pas que des vieilles. C'est-à-dire que. Voilà, ah non, bien sûr. Voilà, cette chanson-là, elle a un an. Enfin, toi, 1 an et 3 mois, je sais pas. Donc c'est quand même. Voilà. Ça perdure ce niveau de qualité et de bonnes chansons qui te réjouissent, quoi, tout simplement. Et moi je trouve aussi qu'il y a une chose chez Nicolas que j'ai pas vu non plus ailleurs, c'est que quand il a des convictions, ça c'est vrai, on le voit, il les transmet, mais en plus, par exemple sur scène, tout ce qui est ces combats par rapport à l'homophobie, par rapport à l'harcèlement, c'est hyper important. Ce sont des, en dehors d'être un leader d'un groupe, c'est un leader d'opinion. Donc c'est peut-être un peu fort dans ton jugement, mais c'est vachement important qu'il dise ça, quoi. Tu vois, là, c'est que respectable. Enfin, tu vois, le mec, il est respectable. Déjà, c'est agréable. T'en as pas 50 mètres respectables, quoi. On a beaucoup de cons, quand même. Enfin, bon. beaucoup, oui. Respectable. Et ça, c'est vachement important. Parce que on s'en rend pas compte quand on est un Parisien, on est tout ça. Bon. Et ce truc contre l'homophobie et contre la différence, hein, c'est pas que l'homophobie, oui. Les petites gothiques aussi, bon. Bah, Station 13 est un clip très très fort. Hein. Et il le fait bien, il le fait sincère. Oui, et puis par exemple, Station 13, c'est un clip qui est hyper fort. Comme College Boy, par exemple. Oui, ouais. Ce sont des musts d'Indochine pour moi. Hein. Non, mais t'as raison. Tu es devenue, en gros, la fournisseuse de bracelets de Nicolas, au fait. Comment tu l'as rencontré, au fait? Ah, bah écoute, simplement, non, en fait, c'était. Il portait mes bracelets, mais je ne le savais pas. Voilà. Je l'ai appris après, et voilà, en fait, j'ai vu des photos de lui, il portait mes bracelets, mais on lui en avait fait cadeau, et il avait aimé. Donc, voilà, et après, si tu veux, il a voulu faire des bracelets, voilà. Et donc, et d'où les premières collaborations avec il y en a eu plusieurs. Au début, on était parti sur des séries limitées, il devait y en avoir qu'une, hein. C'était un peu, voilà. Et puis après, il y avait tellement de demandes. D'accord. Qu'il y a eu d'autres séries, voilà, d'autres séries avec des modèles différents. D'accord. Et une série pour la tournée, celle-ci, la précédente. Il y a eu une série où des bracelets étaient en vente sur le. En 2011. Avec plusieurs. Voilà. Et voilà, et donc et à la fin, il avait choisi de partir et il écoutait en boucle Indochine. Sans arrêt. Et il écoutait quoi comme dans Indochine? La chanson, comment dire, tu sais, au bord du lac. Le lac sans arrêt. Et la dernière fois où on l'a vu,
cette journée-là. Il était les yeux fixés sur la mer, à son bureau, en boucle avec cette chanson qu'il écoutait. Et je sais que ma fille et moi, on est rentrés et on est sortis de là, on pleurait. Et la chanson, quand tu regardes le clip, tu l'écoutes, elle est évidente que c'est quand même, elle est assez explicite sur cette envie de partir, d'en finir, d'aller de l'autre côté de la rivière, dans un autre monde, et de partir peut-être avec celle qu'on aime. Mais pour moi, c'était trop tôt. Bien sûr. Et de l'écouter aussi, j'ai demandé à la lune, c'est ça, tu m'avais dit. Ouais, sans arrêt. Donc c'est vrai que je pense qu'il s'est suicidé, il aurait été vivant. Ça leur aurait fait plaisir de rencontrer Nicolas. Oui, je pense. Là, je lis les choses. C'est vrai que c'est écrit tu vois, 17 juillet 2011. Tu es arrivé au bord du lac. Toi, tu me parles d'Indochine, donc c'est le hasard. Il n'y a peut-être pas de hasard. C'est comme là une boucle. Lui qui pense toujours qu'il y avait une dimension ailleurs, pas de cette galaxie et tout. On n'écrit rien, on rencontre pas les gens, il n'y a pas de rencontres qui sont dues au hasard, non. Non. Vraiment pas. Enfin, les rencontres où tu sens qu'il y a des perceptions qui sont autres. Et quelquefois, quand tu as assez de conscience du temps, de la vie qui passe, des moments, parce que tu as tellement vécu, aimé et souffert, tu sais quand il y a une rencontre qui n'est pas dû au hasard. Je parle pas des rencontres, tu rencontres des gens bien sûr. Avec ce côté, j'appelle ça moi le côté libellule, mais les autres, tu t'arrêtes et tu veux pas les laisser passer. Et même si tu sais qu'à un moment donné les chemins vont diverger, ça va être des rencontres que tu ne verras jamais. Tu peux partir, mourir, elles seront gravées dans ton cœur. Ces moments, ils sont inoubliables, ils sont... Alors maintenant j'ai une question à toi. Est-ce que le fait d'appartenir à la famille que tu appartiens, c'est un avantage ou un handicap en fait, en gros? Alors handicap c'est quand même... c'est pas le terme que j'ai utilisé. Non, mais bon, pas un handicap. Nous on a eu de la super chance que mon oncle nous ait fait confiance pour qu'on fasse la première partie et ça s'est très bien passé et à chaque fois ça nous fait des souvenirs incroyables et puis même techniquement ça nous donne beaucoup de travail et ça nous fait grandir, donc ça on a eu la chance de ça, mais à part ça on n'a rien eu d'autre et on veut rien d'autre de la part d'Indochine. C'est que nous on se démerde, là aujourd'hui on est complètement en DIY, on bosse avec les copains, on se démerde tout seul quoi, et on tient à ça et c'est comme ça qu'on arrive à se faire plaisir, à faire vivre les concerts, à rencontrer des gens et tout. Bon, alors raconte-moi comment as-tu rencontré Indochine? Alors j'ai rencontré Nicolas parce que j'étais avec Béatrice Dalle qui assurait avec moi donc la promotion des Étoiles du Jour dans des concerts. C'est-à-dire qu'en fait on allait voir des concerts de rock, d'équipe. Ouais. Et communément, il y avait dans le site, enfin dans l'endroit du festival, tu vois, comme Cognac, comme l'an dernier, les festivals d'été, il y avait des projections de l'Étoile du Jour. Donc on faisait la projection, tu vois, et puis après on allait voir le concert d'Iggy, tu vois. C'était quand même, d'ailleurs il y a toute une interview de Béatrice et moi que tu peux trouver sur le net. D'accord. Où on est sur le site, voilà. Mais bon, on parle plus d'Iggy et du film. Donc c'est à l'an dernier en fait que Béatrice m'a présenté Nicolas, voilà. Et qu'on est allé voir un concert d'Indochine le soir. D'accord. Tu vois, voilà. Alors, c'était la première fois que tu voyais un concert d'Indochine? C'est la première fois que je voyais un concert d'Indochine. Donc, ce que je peux te dire, je vais quand même te dire, évidemment, on a grandi avec eux, donc c'est toujours touchant. Moi, ce qui m'a marqué
De Nico, de oui. Nicolas. Mm. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est voilà, quand tu le vois sur scène, voilà, c'est son adolescence, t'as l'impression qu'il a toujours 20 ans. C'est aussi tout ce qui déclenche, enfin tu vois, c'est ça qui est passionnant, c'est tout ce qui déclenche toutes ces femmes. Il y avait un garçon qui était exactement quoi chez Corey. C'est toujours ce principe d'identification qui est quand même extrêmement troublant. Voilà. Et c'est forcément enthousiasmant parce que tu vois plein de gens qui s'enchantent, qui dansent, et qui chantent avec lui. Donc c'est toujours ça, tu vois, le caractère de l'idole qui est toujours assez troublant, quoi, qui est assez étonnant. Voilà. Est-ce que toi qui as suivi Iggy Pop là pour ton reportage pendant pas mal de temps, combien de temps? Ouais, quoi? Pour Iggy Pop, tu l'as suivi combien de temps, Iggy Pop? Iggy en concert, ça fait maintenant c'est 9 ans que je suis. Bon. Pas comme toi, parce que les concerts sont parfois à l'autre bout du monde, mais en tout cas, il y a au moins un concert par an l'été, et puis il y en a eu plusieurs, évidemment, quand je faisais la promotion du film. Hein. D'accord. Et donc... Bon, là, c'est pour parler de Nico, donc... oui, bien sûr, non, mais je te disais, par rapport justement, parce que ce sont deux stars du rock, est-ce que tu vois quelque chose de, pas de semblable, mais une fan attitude à peu près pareille ou pas du tout? Bah, je pense que chaque artiste a son public, hein, mais il y a cette joie, en tout cas unanime, d'un public qui rejoint l'idole, en fait, il y a toujours cette projection, en fait, il y a toujours des idoles de toute façon, mais oui. c'est toujours l'autre qui va nous amener quelque chose, qui va nous donner quelque chose, qui va nous réveiller quelque chose, qui va nous faire rêver, et c'est pour ça qu'il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours, je crois. D'accord. Après, tu vois, Nicolas, ça fait quand même longtemps qu'il est... ça fait longtemps, quoi. Oui. C'est-à-dire que ça fait depuis qu'il est tout petit, tu vois, il avait 18 ans, je crois, 17 ans. 17 ans, oui. Si je ne me trompe pas. C'est rare les gens, je crois, c'est ça que je voulais dire, c'est rare les gens qui, en fait, ont une trajectoire aussi, qui tiennent sur la durée, quoi. Tu vois, c'est ça, quoi. Parce que t'en as, c'est des idoles, mais c'est très éruptif. Ça dure 1 an, 2 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais après, ce qui est étonnant, c'est de devenir, en fait, un modèle, quelque part, un repère, et ça dure depuis 40 ans, c'est ça quand même qui est assez troublant, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Bah oui, c'est quand même rare, quoi. Bah oui. Toi, tu étais en backstage, ça se passe comment en backstage avec eux? Bah écoute, avec Nicolas? Oui, avec Nicolas. Oui, ben non, moi j'ai trouvé que Nicolas était très accessible, hein. Voilà, très ouvert. Bon, moi j'étais avec Béatrice qui le connaît depuis très longtemps, mais j'ai trouvé que voilà, c'était une belle rencontre. Ouais, c'était joli. Enfin, on est allé, on s'est rencontrés l'après-midi, tu vois, quand il y avait, je crois, les balances et tout ça. Puis après le concert, en fait, on s'est retrouvés après le concert dans sa loge avec ses amis pour boire un verre. C'est marrant, tu vois, les loges, c'est comme les comédiens, c'est un espace où ils ont toute leur vie, quoi. Il y avait des photos de ses enfants, tu vois, t'as l'impression que c'est le côté nomade aussi qui est extrêmement touchant, c'est que t'as l'impression qu'ils emmènent leur maison, quoi. Même les comédiens, ils font ça, tu sais, dans leur loge. Hein. Oui, je sais. Oui, mais... Tout ce que je te dis là, à mon avis, tu dois déjà le savoir. Oui. Donc, oui, voilà, j'étais touchée de voir qu'il fallait cette loge avec, tu vois, les repères, c'est-à-dire les photos des enfants, peut-être des petits gris-gris, oui. Les envois, les petits mots, oui. quelque chose de chaleureux, des fleurs, voilà, on a bu le champagne. C'était chouette, ouais, c'était... Et il est venu voir ton film aussi, après. Oui, il est venu voir mon film. Ouais, j'ai bien aimé, parce que je sais pas. Bah, c'est vrai que quand il est venu voir mon film avec des gens, je l'ai trouvé très discret, très humble, quoi. Voilà, ça c'est vrai. D'accord.
Que penses-tu de Nicolas comme être humain, en fait? Il m'a demandé si j'avais pris un trip quand j'avais fait mon film. Il m'a dit, t'as pris un trip ou quoi? J'ai dit non, je ne prends rien du tout que de la vitamine C. Du magnésium, tu vois. C'est déjà bien la vitamine C. Ouais. Même à un niveau beaucoup plus petit, avant on faisait la fête, avant on communiquait donc avec les organisateurs, il y avait un vrai lien qui pouvait se créer avec les gens, parce que finalement, bah ouais, il est sympa ce mec, je l'avais pas capté dans la soirée, là j'ai eu le temps. Aujourd'hui, non, à minuit c'est terminé, à minuit et demi tout le monde doit avoir dégagé, personne, aucun ami ne peut venir dans les loges, c'est fini, alors qu'avant on pouvait inviter des gens, etc. Donc il y a toute une politique qui a changé par rapport à cette façon même de promouvoir la culture, mais même au niveau des artistes eux-mêmes. Et donc ça a forcément une répercussion derrière sur le show business où c'est pareil, on voit des mecs sortis de nulle part, excusez-moi, mais bon, voilà, et on se dit, donc on se demande ce qui se passe. Donc des artistes comme Indochine, comme d'autres artistes français, on n'a pas envie de les voir s'unir que sur les Restos du Cœur parce que tiens, c'est les Restos du Cœur. Ah bah ils en font plus, hein, c'est vraiment trop showbiz. Hein. Voilà, on a envie de les voir se réunir, enfin même pour eux, c'est même eux qui perdent, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que même en tant qu'artiste, le fait qu'aujourd'hui, ils se réunissent plus pour s'éclater, pour faire des projets, parce que tout de suite on va les bloquer, ah oui, maintenant l'argent de production, nous on travaille pas avec cette production, etc. Je veux dire, à un moment donné, les artistes, même à l'intérieur de ça, pour respirer entre eux et se dire, tiens, j'ai juste envie qu'on se voit et qu'on s'éclate, qu'on se fasse de la musique, est-ce que ça existe, quoi? Moi, c'est la question. Le jam. Voilà, est-ce qu'ils s'éclatent vraiment aussi eux? Et c'est peut-être ça qu'il faut aujourd'hui, enfin moi j'en suis convaincu, parce que ça amènera plus de créations, ça amènera plus de festivals, ça amènera plus d'énergie, voilà, plus que des choses qui vont s'endormir. Tu sais, moi j'ai eu un immense respect pour Nicolas pour une raison toute simple. L'autre jour, j'étais à Amnéville et il a fait son concert qui était normalement censé être le dernier. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont venus l'attendre à l'hôtel, d'accord? Et donc ils sont venus l'attendre à l'hôtel. Il y avait plus de 100 fans devant l'hôtel. Eh bien, Nicolas est sorti de son hôtel et il a signé et fait des selfies avec tout le monde. Tous. Kaz nous a mis, Kaz c'est le, comment on appelle ça, le garde du corps de Nicolas, Casimir, a mis tout le monde en rang et chacun son tour passait faire la bise, enfin pas la bise, la photo ou dédicacer quelque chose ou enfin voilà. Mais il a eu la patience de le faire. Quel artiste fait ça? Quel artiste fait ça? Attendre pendant je sais pas combien de plombes et être là dispo pour ses fans et ne pas partir tant que le dernier n'a pas eu son autographe, quoi. J'ai jamais vu ça. Il y a que lui peut faire ça. Moi, je vais te dire un truc, c'est que je pense que ça, quelque part, c'est parce que Nicolas, tu vois, et je suis désolé de l'avouer, il devient maintenant quelque part de l'ancienne école, tu vois. Oui. Et c'est vrai que dans cette ancienne école, quand tu vas au contact des gens, de ton public, qui a kiffé et qui a adoré ce que tu as fait, et toi tu as adoré jouer et ressentir aussi ton public, parce que c'est un vrai échange, hein. C'est pas que Nicolas, c'est les deux qui se renvoient et c'est super cette énergie-là, c'est un truc extraordinaire. Quand après tu te retrouves dans la réalité, à la sortie de l'hôtel, à faire une photo, même avec quelqu'un que tu connais pas, la personne elle a super aimé, tu ressens encore cette énergie et donc et tout ça peut t'aider à trouver l'inspiration dans tes prochaines chansons. Parce que c'est plein d'émotions que tu vas recevoir, que tu vas partager. Iselin, par exemple, lui, il allait souvent dans les afters, dans les bars parisiens où on tirait le rideau, où il connaissait les mecs qui étaient des petits bars, et puis il jouait toute la nuit comme ça avec les gens, avec Cap Pelé. Mais c'était là qu'il trouvait l'inspiration, parce que c'était comme ça, il était avec les gens, avec monsieur tout le monde. Donc, je crois que c'est ça que Nicolas, lui, il reçoit quand il fait ça.
Et je pense que c'est encore une fois un échange en fait avec son public où Parce que les gens ont l'habitude qu'un artiste, à la sortie du concert, signe juste à la sortie du concert trois ou quatre autographes, et qu'une fois qu'il l'a fait, il se barre, il rentre dans son hôtel et basta, quoi. Tandis que Nicolas, il ne va pas le signer à la sortie de son concert, mais le lendemain, si les fans sont là, il sera là pour eux. Et si le soir, il y a des fans qui sont là à l'entrée et qui l'attendent, il va leur dire, bah écoutez, là je suis fatigué, mais demain soyez là, ceux qui peuvent, moi je serai là pour vous. Et effectivement, le lendemain, il a tenu parole, il est là. Donc ça, on ne voit pas. Ben, je pense que c'est parce que, comme je t'ai dit, c'est un échange. Tu vois, c'est la suite de l'échange en fait. Il arrive de sa planète, il est dans son univers, il est dans ses étoiles, il délire avec les gens. Les gens s'éclatent avec lui, puis le spectacle termine, donc il fait un premier atterrissage de décompression, tu vois, et puis ensuite, bah, il descend de son escalier, puis il arrive sur la terre ferme et il va rencontrer ses partenaires, tu vois, on pourrait le voir comme ça. Et il a le contact direct, tu vois, et bah, c'est super, c'est bien. Moi, j'ai toujours parlé avec mon public. C'est vrai que je sors pas avec 210 personnes qui m'attendent, donc tu vois. Donc voilà. Mais ouais, ben, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Je pense que, comme je te dis, c'est un échange encore une fois avec son public. Voilà. C'est ce respect-là, au fait, que le public aime. De ce côté star system, etc. Ah bah lui, il est anti-star, déjà. Évidemment, il y a plein d'artistes qui font ça, mais il y a aussi d'autres artistes, je veux dire, comme Nicolas, qui prennent le temps de voir les gens, parce qu'il est simplement humain, tout simplement. Hein. Ben voilà, exactement. Parce qu'il est tout simplement humain et qu'il a compris que la musique c'est avant tout un partage et partager c'est partager aussi avec ceux qu'on aime et ceux qui l'aiment. Donc, oui. mais parfois je me dis le pauvre, il a une patience. C'est super de rencontrer des gens qui adorent ce que tu fais, qui sont venus à ton concert. Je veux dire, tu vois, oui, ça te booste, mais en même temps, tu sais, tu as fait un concert de 2 heures de presque 3 heures, le lendemain, tu es fatigué, tu as presque 60 ans, c'est pas toujours évident. Oui, mais justement, s'il le fait, il y a une raison, c'est bien lui qui écrit les chansons. Non ? Oui, c'est lui. Donc il est auteur. Oui. Donc s'il est auteur, il va au contact des gens. C'est un auteur. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, je te dis, je crois que c'est encore une fois un vrai échange. Lui pourra dire où réellement, mais je pense que quand tu es auteur et que tu écris des textes, je veux dire, à un moment donné, tu es derrière ta feuille et ton crayon, voilà, tu es avec ton dictaphone, et est-ce que tu vas en ressortir, c'est aussi ce que tu as pu ressentir des gens. Tu veux continuer d'être en contact avec lui. Et donc ce moment-là, je pense que c'est un moment privilégié, qui bien sûr, c'est sûr qu'il y a des fois, il va se dire, attends, moi j'ai envie de rester tranquille dans ma chambre, d'être peinard. Mais il est encore dans ce moment, je pense que c'est une euphorie aussi, tu vois, les concerts, les tournées, etc. Mm-hmm. Donc il va rencontrer les gens, et je pense que voilà, en étant près des gens comme ça, c'est ce qui lui donnera, je t'avais dit, l'inspiration, parce que c'est un auteur, et un auteur, Rod Agile était quelqu'un de très simple, qui rencontrait les gens. Pourtant, c'était un mec qui avait travaillé avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Oui. Vraiment, et pourtant, c'était quelqu'un, tu sais comment j'ai connu Rod Agile? Non, vas-y. Je suis allé sonner à sa porte. D'accord. Tu vois, je suis allé sonner à sa porte. Je lui ai dit, j'ai un disque. Il était sur 2 marches en hauteur au-dessus de moi, tu vois. Et puis il avait un nez assez grand, Rod Agile, tu vois. Ouais. Il m'a senti comme ça. Et tu m'as dit, allez, c'est bon, monte. Et du coup, on est devenus, on s'est connus comme ça. Et il m'a reçu, j'étais dans ta cuisine, super sympa. Il m'a dit, on se tutoie, machin. Voilà, et puis après on s'est revus. Donc tu vois, c'est des artistes qui sont des auteurs, et je pense que d'être en contact avec les gens, voilà, ça leur amène aussi quelque chose. Au fait, tout est une question de contact humain et de simplicité finalement. Bah oui, c'est ça. Et c'est ce que justement Indochine, pour terminer là, c'est ce que justement Indochine a et que les fans revendiquent le plus, c'est ce contact qu'ils ont avec eux. Et c'est surtout cette simplicité que Nicolas a avec les gens.
et ce véritable amour qu'il a pour son public. Il le dit lui-même, le public c'est ma deuxième famille, quoi. Voilà. Exactement, ça s'appelle l'ouverture. C'est-à-dire que Indochine est un groupe qui est ouvert à son public. Et ça c'est super. Il communique réellement avec, jusqu'en bas de l'hôtel. Ben voilà, la messe est dite, comme on dit. Exemplaire, groupe exemplaire, ok? Et que tout le monde en prenne vraiment exemplaire sur la prestation, parce qu'on peut pas avoir envie de faire un concert comme ça quand on n'aime pas ce qu'on fait. Je veux dire, quand on voit ce qu'il a fait, il y a peut-être des gens qui diront ah ouais mais c'est nul. Peu importe. Lui, il y a mis du cœur. Ce qu'il a fait, il s'est donné. C'est pas un truc à moitié. Il a pas mis 2 projecteurs et demi. Il s'est vraiment pris la tête. Voilà, il a voulu donner quelque chose et il a réussi. Et ben tant mieux, parce que c'est bien de voir que les gens qui sont capables de donner réussissent. Voilà. Ça change. Ça change, hein. Donc vive l'ouverture. Eh ben dis donc, ça a changé ta façon de le voir depuis la place Pinel. Et bravo Indochine. Ça a changé la façon que tu as de le voir depuis la place Pinel, dis donc. Ah bah c'est sûr, quand je l'ai vu à Place Pinel, il est passé, ça devait être l'hiver, il avait son long manteau noir, et je me suis dit c'est un corbeau, tu vois, voilà, il est de musique avec des sons bizarres, voilà, mais bon justement c'est bien de voir cette évolution, et puis en plus à l'époque, comme je te dis, hein, il roulait en Renault 5 blanche, hein. C'était pas en Rolls Royce, hein, je veux dire. Bah il roule toujours pas en Rolls Royce, hein, t'inquiète pas. C'est aussi tout ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, il a conscience de ça. Il y a aujourd'hui trop d'artistes qui sont des fils d'eux, des copains d'eux, des fils d'industriels dont on ne sait pas quoi faire, qui ne pourront pas prendre la relève, alors on les case dans les Starac. Je veux dire, voilà, Nicolas Sirkis, c'est un artiste. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un artiste, c'est quelqu'un du cœur, il donne, et il reçoit, et maintenant. Merci. Et je t'en prie, Elena, c'est un plaisir. Le plus, quels sont les signes d'Indochine que tu tatoues le plus? Alors, en ce moment, ce que j'ai beaucoup tatoué, ce sont les croix, la fameuse croix avec le corbeau, le signe 13 qu'on me demande aussi de temps en temps par rapport au dernier album. Oui. Ça, on me le réclame régulièrement. Et puis surtout la croix, en fait, qui symbolise le plus Indochine. Donc voilà ce qu'on me demande. Et puis et puis aussi la fameuse... ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, le fameux autographe fait au marqueur sur le bras de ma cliente aussi. D'accord, donc il n'y a pas longtemps, il y a une jeune femme qui s'est fait écrire sur le bras par Nicolas. Voilà, donc c'était l'histoire en fait, c'était qu'une jeune femme, une cliente à moi, m'a prévenu qu'elle souhaitait, qu'elle espérait plutôt rencontrer Nico du groupe Le Chanteur, parce qu'il était en promotion dans la région. Il avait un concert le soir même à Nantes. Il était à Ouest France, le journal. Oui, tout à fait. Il était rédacteur en chef pour l'Ouest France, je crois. D'accord. Et du coup, c'est tout à fait ça. Et du coup, ma cliente l'avait attendu toute la journée devant, en espérant qu'il s'arrêterait. Et effectivement, il s'est arrêté. Elle m'avait d'abord demandé au préalable si il était d'accord de lui faire un autographe sur le bras, si j'acceptais de la prendre avant que l'autographe ne s'en aille, pour la tatouer dans la foulée. Donc j'ai bien évidemment accepté. Et c'est ce qui s'est passé en fait, hein, d'où la photo où on voit Nico en train de lui faire l'autographe sur le bras, et ensuite elle est arrivée au shop, toute vraiment très 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 contente, et donc j'ai tatoué de manière vraiment très indélébile. De manière indélébile, exactement. La signature de Nico sur son bras. Voilà, vraiment, je l'ai tatoué vraiment à l'identique, en me servant du marqueur qu'il venait de déposer quelques minutes avant, en fait. Donc voilà. Donc, voilà. Ensuite, pourquoi les gens se font tatouer? Exactement, c'est ça que je voulais savoir, oui. Voilà. La raison, elle est assez simple, en fait. Les gens disent souvent la même chose, c'est que Indochine les a accompagnés dans leur vie, dans différentes situations, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et que du coup, ils ont l'impression, en fait, qu'Indochine fait clairement partie de leur vie et les a aidés dans plein de situations, en fait. Voilà.
Donc, au fait, mais de toute façon, quand ils font un tatouage, c'est un tatouage à vie. Donc, si par hasard un jour, c'est quand même une grosse décision à prendre parce que après, il est possible qu'ils n'aiment plus Indochine, ça peut leur arriver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces clients-là, enfin les clients que j'ai vus étaient vraiment des vrais fans. Ils font vraiment partie d'une communauté de fans. Ils se connaissent entre eux. Ce sont vraiment des gens mordus. Et je ne crois pas du tout qu'ils auraient envie un jour de s'effacer cette trace. Quand bien même ils aimeraient un peu moins ce dont je doute parce que oui, moi aussi, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Mais effectivement, pour dire la vérité, il est toujours possible effectivement d'enlever le tatouage soit au laser ou soit en recouvrement, mais je suis persuadé que les gens que j'ai tatoués ne les feront jamais enlever parce qu'ils aiment profondément Indochine. D'accord. Et est-ce que chez vous, au shop, tu écoutes du Indochine? Oui, oui, oui. Comme je le disais tout à l'heure, la dernière fois que j'ai un client qui est venu la semaine dernière, et c'était bon, je n'écoute pas que Indochine, hein, évidemment, Oui. mais là, en l'occurrence, quand le client est arrivé pour se faire tatouer la croix, enfin pour les renseignements, il y avait justement de l'Indochine, de la musique Indochine dans le shop, quoi, en fait. D'accord. Et donc les clients étaient extrêmement touchés par. Ouais, voilà, ouais, c'est forcément comme je leur disais en plaisantant que c'était le destin, quoi. C'est un signe, exactement, c'est un signe. C'est un signe, voilà, tout à fait. Et quand ils viennent se tatouer, ils prennent rendez-vous plusieurs mois à l'avance. Ça se passe comment? Ouais. En général, oui, c'est 2-3 mois à l'avance. Et puis voilà, comme ça nous laisse le temps de travailler le dessin, de leur présenter pour qu'ils le valident. Et ensuite, quand ils arrivent le jour J, tout est prêt et nous n'avons plus qu'à tatouer. Est-ce qu'il y en a qui arrivent avec des dessins déjà faits? Bien sûr, comme Hélène, que tu peux voir, Hélène avait déjà son dessin que sa fille lui avait réalisé, en fait. Oui, ça je savais, oui. Voilà, et qui m'a demandé en fait de lui tatouer à l'identique, tout simplement. D'accord. Mais je n'ai pas voulu le modifier dans le sens où c'était sa fille qui lui avait dessiné et je trouvais la symbolique sympa, donc je ne voulais pas toucher à ce dessin, en fait. D'accord. En dehors d'Indochine, qu'est-ce qu'on te demande d'autre? En termes de chanteur? Oui, en termes de chanteur. En termes de chanteur, très honnêtement, j'ai fait Depeche Mode, 2-3 Johnny Hallyday quand même, mais le plus et de loin, c'est Indochine. On avait quand même No Frenchies qui était le groupe à la mode, New Wave, etc. Et après, bon, petite traversée du désert, et ils sont revenus, et aujourd'hui, ils arrivent à bouger les foules. J'ai été à Bercy 2 fois. Oui, bah oui. La première partie de la tournée, et quand ils sont revenus. Moi, je suis très, très impressionnée. Déjà par le monde qu'il y a, enfin, je veux dire, et la difficulté à obtenir un billet. C'est sold out super rapidement. Et puis ce contact, cette générosité que Nicolas a envers ses fans. Je trouve ça fabuleux. J'aurais la chair de poule à rien d'en parler. C'était un peu le même contact que Bowie avait avec les siens ou pas? Alors, Bowie était super généreux, un peu plus froid, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il a toujours tout fait pour ses fans aussi. Sur toute sa carrière, il était proche des fans, jamais il a refusé un autographe, jamais il a refusé de serrer une main. Et on peut les comparer un petit peu. Bowie a été jusqu'au bout, jusqu'au dernier album. Il a enregistré Black Star alors qu'il était mourant. Oui, je sais. On ne le savait pas à l'époque. Donc il nous a offert. Il ne savait pas qu'il allait mourir 2 jours après la sortie de ce deuil, mais il a été au bout. Il voulait nous faire ce dernier cadeau. Cet album qui est un testament musical. J'en me souviens pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions et je m'en remettrai jamais. Mais bon, c'est le cadeau suprême qu'il a pu faire à tous les fans. Et en ça, on retrouve cette générosité aussi de Nicolas, qui fait ses bains de foule, qui descend, qui se fait trépatouiller les cheveux. Moi, je veux dire, il est passé devant moi, puisque j'étais en zone 13. J'ai eu cette chance d'être tiré au sort, d'avoir ce petit ticket magique. Et donc, il est passé juste devant moi. Et quand je vois toutes ces mimines qu'il
qui le palpait, lui arrachait des mèches de cheveux, etc. Je me suis dit, mais comment il fait, quoi? Comment il fait pour... Il faut avoir une patience et il faut aimer Stéphane. Je veux dire, c'est un don de soi, voilà, qui est quand même super rare. Mais Nicolas Voilà. dit qu'il a en fait sa famille et la deuxième famille, ce sont ses fans. Et quand on le voit vivre, on a vraiment l'impression de ça, en fait. Ses Oui, fans alors, le moi, portent. je ne l'ai jamais vu vivre. Oui, même quand on Voilà. le voit vivre comme ça. Mais enfin, je veux dire, de ce que j'en vois en termes de scène, et on est tout de suite pris dedans, quoi. Et les gens lui rendent cet amour, c'est fou, quoi. Et je me suis aperçue d'une chose, c'est que, je veux dire, je connais tout par cœur. Oui. Tout. Des années 80, Canary Bay, je la chante encore. 3 nuits par semaine, qui est une chanson que j'adore, je la chante encore. Et ça sort comme si c'était hier. C'est, pour moi, c'est un de nos plus grands groupes français, comme l'était Téléphone à l'époque. Voilà, c'est vraiment... et ce contact avec son public, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Est-ce que tu trouves des ressemblances, à part le côté contact avec le public, entre justement Nicolas et Bowie? Alors, oui et non, parce que Bowie est unique et Nicolas est unique en son genre aussi. Le parallèle que je pourrais faire, bon déjà c'est la longévité de la carrière, puisque c'est rare, et je veux dire ce sont des artistes qui font tout. Ils écrivent leurs paroles, ils écrivent leur musique et ils les chantent, les deux. Oui. C'est rare, parce que souvent il y a des interprètes, il y a un mec qui va faire la musique, il y a l'auteur qui va faire les paroles, et voilà, eux ils font tout. Ils font leurs arrangements, ils ont leurs idées, ils font leur mise en scène. L'idée là de cette soucoupe volante là, du ciel sous Bercy, c'est Nicolas qui en a eu l'idée, qui a tout monté. Il voulait faire ça et il s'est démerdé pour que techniquement ça suive. Bon bah Bowie, il avait des idées, il était précurseur aussi. Alors Oui. Bowie a influencé Nicolas, puisque Nicolas a dit qu'il était très fan, et il passe une photo de Bowie lors de ses concerts. Oui. Nos héros sont tous morts, Bowie en fait partie. Oui. Donc Bowie a dû insuffler quelque chose à Nicolas qui s'en est inspiré. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, en dehors de ça, ne serait-ce que parler de certains titres de Nicolas et de certains titres de Bowie. Oui, le mot station, le mot suffragette, qui reviennent chez les deux, effectivement. Et puis Nicolas s'est fait une belle petite teinture de cheveux récemment. On en parle? Aussi blond que Bowie dans les années 80. Alors en 83, Bowie, il nous avait fait un blond peroxydé qui a fait halluciner beaucoup de fans qui en étaient restés à Ziggy Stardust, donc rien à voir. Oui. Et Bowie a toujours changé ses personnages, une inspiration de plus, du brun foncé, parce que Nicolas était brun foncé, Oui. au blond. Moi je trouve que ça lui va super bien. Moi aussi. Voilà, donc rien à dire. Et puis j'ai toujours aimé sa coupe de cheveux un peu en bordel, donc... Coupe en bordel, j'adore. Rien à dire. Mais non, il est encore beau gosse, comme on dit. Et puis en fait, on dirait comme Bowie que le temps n'a pas d'emprise. Et je veux dire, Nicolas, il a encore un style ado. C'est jeune, il fait pas. C'est Peter Pan, hein. Il le dit lui-même. Hein. Il fait pas son âge du tout. Je veux dire, il frôle les 59-60. 60 ans, oui. Voilà. Comme Bowie, c'est des espèces de Dorian Gray le temps n'a pas d'emprise, on a l'impression. Et au niveau du public, parce que j'ai vu que le public d'Indochine, il y a énormément de jeunes filles, de jeunes. Il y avait le même public avec Bowie? Alors, Bowie draine effectivement beaucoup d'âges différents, mais moins jeunes, il me semble, que pour Indochine. Indochine, c'était un peu plus homogène, au niveau de l'âge, mais il y a des gens comme moi, qui ont 53 ans, fans de Bowie
est aussi présente au concert d'Indochine, parce que c'est notre jeunesse. Chez Bowie aussi, il y a des jeunes, moi à la convention, j'ai des gens qui ont pris un billet, qui ont 17, 18, 20 ans. Donc la relève est assurée. Et ce sont des artistes qui durent, bon oui, depuis plus longtemps, de par l'âge, mais et qui ont su garder leurs fans et en créer de nouveaux. Indochine, ils ont vécu une renaissance. Donc, moi j'ai une fille qui a 17 ans qui aime Indochine. Et d'ailleurs, ça nous rapproche. Il y a des choses, parce qu'on a quelque chose en commun. Et c'est une musique qui était dans les années 80. Et moi j'ai mon Canary Bay. Et ma fille, elle écoute du Indochine de maintenant, donc plus récent. Et en fait, c'est le même groupe. Enfin, avec des gens qui ont changé, mais Nicolas est toujours là. Et ça rapproche mère et fille. Donc ça passe les générations, quoi. Ah oui, non, mais ça, ça, Bowie l'avait pas, ça. Moi. Alors, moi, mes enfants, bon, ils aiment Bowie, mais ils ont ça dans le biberon. Oui. Mais ils sont pas fans comme je le suis. Ils aiment bien. Ma fille fait du ukulélé, hop, elle s'est fait un ou deux petits Bowie quand même, pour faire plaisir à maman, enfin, et elle se fait plaisir aussi. Ils sont pas fans, c'est pas leur musique. Et c'est une musique, Bowie est quand même moins grand public. Bon, j'ai pas de chiffres, mais je suis sûre que sur certains albums, Bowie a beaucoup moins vendu qu'Indochine. Indochine est un gros vendeur. D'accord. Ah, je pensais pas. Je pensais que Bowie il aurait vendu beaucoup plus. Parce que, parce que non, Bowie, c'est l'international aussi. Hein. Indochine n'a pas d'international. Ou très peu. Je pense que Bowie a vendu beaucoup. Certains albums et sur l'ensemble de sa carrière. Oui, comme Let's Dance, etc. Oui. Mais si on prend en France, bon, déjà, même si ça reste Bowie, etc., je pense qu'Indochine vend plus en France que Bowie. Maintenant, il y a effectivement, Indochine n'est pas international, donc c'est difficile à comparer au niveau international. Il y a des disques, Bowie, il n'a pas vendu grand-chose. Hein. Il y a eu Let's Dance en 83 qui a dépassé tout le monde, mais il a été un vendeur, j'allais dire, raisonnable. Il y a des disques, Young Americans, quand c'est sorti, ça marchait pas, ça marchait après. Dis-moi, est-ce que je te dis, par exemple, que eux deux, évidemment, ils ont marqué leur génération, mais ils ont marqué la culture par leur côté visionnaire aussi, tu crois? Alors, Bowie, bien évidemment, il a tellement été avant-gardiste, je veux dire, du mouvement punk avec Ziggy Stardust qu'il a lancé, parce que on voit par exemple Johnny Rotten n'est qu'un airbus de Ziggy Stardust avec ses petits cheveux orange debout sur la tête, la New Wave avec Station to Station, voilà, repris le mot station repris par Nicolas. Bien sûr qu'ils font partie de la culture. Ils la font, ils l'ont fabriquée, ils y ont mis leur empreinte, et maintenant ils en font partie. C'est bien évident. Indochine fait partie de la culture française. Mais elle fait partie de la culture du rock ou que la culture française, à ton avis? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Indochine c'est du rock? Et c'est exactement, c'est ça aussi la question. Voilà. Rock, pop rock, je sais pas. Moi je dirais Bowie, New Wave, c'est pas du rock. Ouais. Pour moi, Bowie, on le met dans la catégorie rock, mais il a fait tellement de choses. Ça peut être de la pop, ça peut être du rock, ça peut être de la new wave. C'est du Bowie. Moi, je ne veux pas le ranger dans un petit tiroir. Je pense qu'Indochine, ils ont fait un peu de new wave au début. Ils ont fait, et ça a évolué. Alors, c'est quoi le rock exactement? Le rock, est-ce que c'est de la musique qui cogne? Est-ce que, voilà, sur Indochine, il y a de la parole aussi. Il y a des mots. Ah oui, souvent, ces textes sont très importants, oui. Certaines chansons rock, non, rien. On parle d'amour, rang avec la guitare, il n'y a pas forcément de fond. Donc, qu'est-ce que le rock? Est-ce qu'on peut rentrer certains artistes
dans des petites boîtes comme ça. Je pense pas, certainement pas pour Bowie. Je pense pas non plus pour Indochine, puisqu'ils ont évolué. Moi, ils font du Indochine. Indochine, les 3-4 premières notes, on reconnaît que c'est Indochine. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Donc, je pense pas que... Enfin, moi, j'aime pas mettre les artistes dans des petites boîtes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ma façon de... Voilà, je pense qu'Indochine fait du Indochine. Bowie fait du Bowie ou des Bowie, changement de personnage, de musique. Il n'y a pas un album pareil. Donc, Indochine a évolué. Je veux dire, quand on prend les premiers albums, etc., et ce qui aujourd'hui, c'est pas la même musique, mais ça reste du Indochine, puisqu'on reconnaît, au bout de 2 notes, on reconnaît ce que c'est. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Donc, c'est du Indochine. Ça peut être du pop, du rock, on s'en fout, c'est du Indochine. Et donc, comme Bowie, en fait, il est inclassable, en fait. Je pense. Bon, ça n'engage que moi. Bien sûr. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont dire non, il y a d'autres gens qui vont aller dans notre sens. Puis comme il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Voilà. Alors justement, que ce soit Bowie ou que ce soit Indochine, mais que ce soit Nicolas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, on ne peut pas rester indifférent. Il y a toujours une réaction. Et c'est ce qui fait la force de ces chanteurs. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui me dit ouais, moyen, j'aime bien. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de milieu. Oui, dérangeait. Déjà, de par son regard, c'est vrai que quelqu'un, alors il n'a pas les yeux verts, je précise, mais qui a un pet à un œil, ça lui fait un regard complètement spécial. Il a clamé haut et fort qu'il était gay en 1972. Il faut quand même avoir un petit peu de coucougnette pour arriver en 1972 avec des plateformes boots et des tenues extravagantes qui ne se faisaient pas du tout à l'époque. Oui, il dérangeait. Donc soit on le déteste, soit on l'adore. Je n'ai jamais connu quelqu'un. Nicolas, c'est un peu pareil. On en parle nous un petit peu, parce que dans le milieu Bowie, je connais quelques personnes qui adorent Indochine aussi, et je connais des personnes qui en rigolent et qui n'aiment pas du tout, et qui se moquent. Donc il n'y a pas de gens qui n'en parlent pas, en fait. Que ce soit en négatif ou que ce soit en positif, les gens ont un avis. Donc même si c'est négatif, c'est qu'ils ne sont pas indifférents. Bah, de toute façon, quelqu'un disait, c'était Léon Zitrone, disait que l'on parle en bien ou en mal de moi. Le plus important, c'est qu'on en parle. Voilà, c'est exactement ça. Et alors vaut mieux dire du bien, mais même les gens qui disent ouais, il fait ci, il fait ça, il sait pas chanter, il n'a pas de voix, etc. Ouais, bah, c'est que tu l'as écouté quand même. Si tu sais qu'il n'a pas de voix, si tu trouves qu'il a pas, c'est quand même que tu as écouté. Donc ça a suscité ton intérêt à un moment dans ta vie, pour pouvoir te permettre de donner un avis. Voilà. Maintenant, nul n'est universel. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ni l'un ni l'autre, l'un ou l'autre, ou les deux. Et il faut tout pour faire un monde. Voilà. Exactement.